Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle matinale organisée par l'Ordre national des infirmiers. C'est une matinale qui va parler aujourd'hui de la certification et parce que 2023 est une année essentielle pour l'évolution des carrières des professionnels de santé et particulièrement pour les infirmiers avec l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier de l'obligation périodique de certification. Cette mesure fait suite, et Madame Bélanger qui est ici présente nous le rappellera, aux préconisations de la grande conférence de santé de 2017 et à la suite des rapports du professeur Serge Usan qui explique comment on va créer ce dispositif de validation pour maintenir et développer les compétences aux médecins. Et puis entre-temps, il y a eu la loi de 2019 portée déjà par la députée Stéphanie Rist que nous avons déjà reçue ici sur d'autres sujets, mais toujours un peu connexes, avec la question de la loi de 2019 relative à l'organisation et la transformation du système de santé, où l'Ordre des infirmiers a été le moteur, puisque la mesure était initialement prévue uniquement pour les médecins. Et on a fait un tour de table pour que j'ai fait le tour de table pour que la totalité des professions réglementées qui disposent d'un ordre puissent être comprises dans ce dispositif-là, un dispositif d'amélioration des pratiques et de la qualité du service rendu à nos usagers et aux personnes qu'on prend en charge. Et on pense, mais je pense que l'avenir nous le dira et ça va être démontré, tout au moins c'est ce qu'on va chercher à démontrer aujourd'hui, que cette question-là de la certification, c'est un levier d'attractivité qui crée un droit positif pour les professionnels et je pense qu'on a besoin de positiver actuellement. Donc ce n'est pas grand-chose finalement la certification, c'est maintenir ses compétences et ses savoirs au service des patients. Et pour notre profession, c'est quelque chose d'essentiel, on voit bien que le technique de soins évolue, on est en train de passer d'actes vers des missions et donc ça c'est essentiel puisqu'on doit aussi bien être pertinent à l'hôpital, où on est en équipe, où il y a une émulsion avec les nouveaux, avec les étudiants qui arrivent, qui ont plus fraîchement les dernières nouvelles, et nous qui sommes dans un quotidien. Et puis la ville, avec maintenant des étudiants qui participent, mais également une plus grande fluidité, avec l'exercice mixte qui se trouvait déjà dans cette loi de transformation du système de santé, et cette possibilité d'avoir un temps partiel à l'hôpital et de travailler en ville également. Donc, enrichir ses compétences, faire évoluer sa carrière, c'est essentiel parce qu'on voit bien que aussi les infirmiers vont jouer un autre rôle, un plus grand rôle auprès des patients puisque, a priori, nous serons peut-être, probablement, dans quelques années, ou tout au moins d'ici quelques années, c'est quasiment déjà le cas, les derniers professionnels de santé à nous rendre au domicile des patients. Et ça, c'est essentiel que donc notre compétence et notre qualité soient reconnues et validées par un organisme extérieur qui est l'ordre sur des directives qui sont faites par le CMP, mais ça, c'est essentiel. Et donc, je vous l'ai dit, ça va se déployer progressivement, d'ici 9 ans pour les déjà inscrits au tableau de l'ordre et déjà en activité, et puis par période de 6 ans pour les nouveaux inscrits, ceux de cette année, par exemple, se verront certifiés d'ici 2029. La date des élections, un clin d'œil à une matinale que nous allons faire. Et pour ça, nous avons souhaité faire un point avec des personnalités du monde de la santé qui étaient aux affaires et qui continuent à l'être différemment, mais on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Marie Amanteras, qui est présidente du conseil d'administration de l'ANAP et donc également du think tank Health and Tech. Et pour le coup, les nouvelles technologies, à mon avis, pourraient être un levier important. Marie-Claude Bélangier, qui est la chef de projet certification périodique à la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui en parler. Et Madame Louise Sanson, qui est membre du Conseil national de la certification périodique des professionnels de santé en France, mais qui est là actuellement, est à Montréal, et qui nous fait vraiment le plaisir, et on a fait à cette heure-là pour cet enregistrement en conditions du réel, à Montréal, et vraiment qui est avec nous et qui a, sans se départir de ce sourire qu'elle arbore, dit immédiatement oui, parce qu'il faut que cette pratique se développe en France. Donc je vais me tourner sans plus tarder vers Anne-Marie Armanteras. À l'époque de ce dispositif de certification a été acté, vous occupiez d'autres fonctions, mais vous en avez occupé tellement des fonctions, Anne-Marie, et vous étiez membre du collège de la HAS, justement pour y présider les commissions de certification des établissements, mais de santé. Que pouvez-vous nous dire de ce qui a poussé justement le gouvernement, à travers la conférence de santé et les rapports de Usan, à motiver la création de la certification pour les professionnels ?
Parce que ce dont nous parlons, c'est de la qualité des soins. Et c'est l'amélioration de la qualité des soins. Donc, la Haute Autorité de Santé, comme de très nombreuses agences en santé dans le monde, se préoccupe de savoir comment elle peut être évaluée et comment ensuite elle peut progresser. Et donc, là, en fait, la compétence des professionnels de santé, elle fait partie des déterminants de la qualité. La qualité des soins, c'est la qualité des structures, qu'elles soient en ville, qu'elles soient en petite équipe, grande équipe ou en établissement. Ce sont les ressources humaines. Et ensuite, ce sont toutes les questions d'environnement, d'organisation territoriale, d'organisation des soins et de travail en équipe. Et dans les ressources humaines, dans les standards internationaux de la qualité des soins, le premier item qui arrive, c'est la compétence des professionnels. D'où cette question permanente que nous nous sommes vraiment reposés pour le coup en 2018, puisque nous avons fait un rapport à la Haute Autorité de Santé qui est centré sur y a-t-il de nouveaux outils, de nouvelles méthodologies pour améliorer la qualité des soins, et nous avons travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire améliorer la compétence des professionnels. Alors, je voudrais dire aussi que en 2018, on est dans la mouvance de Ma Santé 2022. Et Agnès Buzyn, ministre de la Santé, avait comme préoccupation très forte de lier organisation, régulation, financement et qualité. On a beaucoup parlé qualité des soins dans cette préparation et dans les débats parlementaires de la loi de Ma Santé 2022, même si, comme vous le disiez, donc c'est après que la question de la recertification s'est posée, mais en tout cas, on l'avait intégré dans les préoccupations de l'amélioration de la qualité. Alors, qu'est-ce qu'on savait à l'époque et qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que et on le sait dans tous les pays, même si la France est en retard, c'est porter un jugement, mais enfin bon, je vais le dire parce que je le pense, en retard par rapport à d'autres pays pour valider de l'actualisation des connaissances. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la compétence des professionnels, ça n'est pas que la formation initiale. Elle est très importante, la formation initiale, et comme vous le disiez d'ailleurs, elle est également importante au-delà de l'infirmier, du jeune infirmier, elle est importante pour ce qu'il va amener à son équipe. Mais en fait, on sait qu'on doit mixer avec la formation initiale tout un savoir-être et un savoir-faire. Vous savez qu'il y a des travaux sur la qualité à l'échelle internationale, et notamment dans les pays anglo-saxons, qui, au lieu de mesurer les événements indésirables graves, le nombre de morts par des fautes, par des choses qui sont des incidents ou des accidents qui sont arrivés, préfèrent parler de tout ce qui a été évité, que les équipes ont évité parce que quelqu'un a eu un réflexe à un moment donné de dire « Ah, on n'est pas là sur la bonne voie ». Donc, c'est du savoir-être, du savoir-faire lié à de l'actualisation, à de l'évolution et donc à de l'évaluation. Il ne peut pas y avoir de confiance dans les compétences de soi-même d'ailleurs, et vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des patients, s'il n'y a pas quelque chose qui dit que tous les X années, ça je ne sais pas, mais tous les X années, eh bien, on est sûr qu'on s'est confronté à de l'évolution des connaissances. Et notamment, au-delà des connaissances techniques qui évoluent considérablement, toute la pratique infirmière de ces 20 dernières années a considérablement évolué parce qu'elle intègre les évolutions techniques, et peut-être que nous en reparlerons, mais il y a toute l'évolution de la relation patient-centrée et de la relation vis-à-vis du patient. Et inciter à évaluer les connaissances, le savoir-être, le savoir-faire, c'est inciter à se confronter à des nouveautés, se confronter à ce qui s'écrit, et c'est permettre également à un plus grand nombre d'accéder à des formations ou à des informations.
on voit aujourd'hui des infirmiers dire on n'est pas assez formé, par exemple, sur les nouvelles technologies, et c'est très bien qu'ils le disent et qu'on les entende, parce que cela participe d'un état d'esprit où votre profession, dans son ensemble, va participer à ce que doit être un niveau d'exigence de l'amélioration de la qualité. C'est la dernière chose que je voudrais dire là, c'est qu'il faut s'appuyer sur les professionnels. La Haute Autorité de Santé a tiré des bilans extrêmement peu, à laquelle je ne suis plus, hein, c'est important de le dire, a tiré des bilans extrêmement positifs de dispositifs qu'elle a elle-même montés, élaboré, construit sur l'accréditation des disciplines chirurgicales surtout et médicales à risque, l'accréditation en équipe. Ça, nous avons tiré des bilans extrêmement positifs et nous les avons tirés avec les professionnels. Je ne crois absolument pas à des processus qui visent à la qualité et donc à l'engagement des professionnels de santé, des infirmiers en particulier, qui ne se fassent pas avec les infirmiers. Et donc moi j'ai été très heureuse de voir que l'ordre souhaitait non seulement participer, mais s'engager, s'embarquer dans cette affaire qui n'est qu'une affaire d'évaluation de la qualité des soins et de progression de la qualité des soins. Merci pour cette vision à l'époque de la HAS et puis prospective avec les nouvelles technologies, mais on y reviendra. Marie-Laure Bélanger, vous êtes la chef, donc la prêtresse de la mise en œuvre de cette certification. Et donc, c'est rentré en vigueur depuis 6 mois maintenant. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Où on est un point d'étape, où on en est, pour tous les professionnels de santé, et Louis Sanson qui est là interviendra après, les médecins, mais peut-être un peu plus particulièrement un focus, puisqu'on parle là des infirmiers, mais qu'est-ce que vous pourriez nous en dire de cette certification ? Donc, merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. Alors, tout d'abord, avant d'aborder concrètement la procédure de certification périodique pour les professionnels de santé, je pense que c'est important de rappeler un petit peu la base légale, vous l'avez déjà fait en introduction, pour montrer un peu comment se construit ce dispositif et comment il évolue dans les différents travaux d'application pour sa pleine mise en œuvre. Donc, et après, on abordera plus concrètement voilà, le parcours de certification des professionnels de santé. Donc, comme vous l'avez rappelé, c'est la loi d'organisation et de transformation du système de santé qui a doté la France d'un dispositif, comme vous le soulignez, Madame Armenteras, de validation régulière de l'entretien des compétences et des connaissances, indépendant de tout lien d'intérêt, qui est essentiel pour assurer la meilleure qualité des pratiques et pour faire face aussi à l'évolution du système de santé et avec une transversalité des parcours de soins. Donc les enjeux de ce dispositif de certification périodique sont multiples, l'éthique des pratiques professionnelles, la l'interdisciplinarité et également la santé des professionnels de santé. Donc pour compléter le cadre légal qui a introduit ce dispositif, une ordonnance en a défini les grands principes et elle a été menée avec différentes dispositions sur la base de la mission d'accompagnement de Monsieur Vincan, qui a, pour réaliser sa mission, mené une démarche participative qui a associé l'ensemble des parties prenantes pour donner un certain nombre de guides au ministère pour prendre les différentes dispositions qui donnent le cadre juridique finalement et d'application de cette procédure de certification. Donc vous l'avez également dit, elle s'applique depuis le 1er janvier 2023 et j'y reviendrai, on est actuellement en septembre 2023, donc tous les outils et mesures d'application sont en cours d'élaboration. Elle s'applique aux infirmiers, également aux 6 autres professions à ordre. Les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes, les médecins, les pédicures-podologues, les pharmaciens et les sages-femmes. Les 3 objectifs que l'ordonnance a prévus qui devront guider les actions réalisées par les professionnels de santé sont le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation, le niveau des connaissances. On vient de le dire, c'est essentiel tout au long d'une carrière professionnelle de mettre à jour ses connaissances avec des nouvelles connaissances, des nouvelles technologies qui viennent changer les pratiques finalement des professionnels de santé. Donc les travaux ont été lancés dès que l'ordonnance a été publiée en 2021. Ils se poursuivent actuellement avec un certain nombre de mesures d'application qui ont déjà été prises et d'autres qui seront prises d'ici la fin de l'année.
Donc la certification périodique, vous avez souligné l'intérêt d'une telle procédure. Elle va permettre aux professionnels de santé, et notamment vous les infirmiers, de valoriser l'ensemble des actions que vous pouvez mener en tant que professionnel de santé dans le cadre d'un programme individuel que vous aurez établi vous-même en fonction de votre exercice, que vous exerciez en libéral, dans un établissement de santé médico-social, en médecine scolaire, pour attester notamment du maintien de vos compétences et de l'actualisation de vos connaissances. Lorsque vous êtes salarié, ce choix se fait en établissement de santé. On le verra plus tard. Un certain nombre d'actions dans lesquelles vous vous êtes investi au sein de vos établissements seront valorisées dans le cadre de la certification périodique, dès lors qu'elle concourt à améliorer les soins, la gestion des risques, l'évaluation des pratiques professionnelles, par exemple. Donc, pour le programme de certification périodique qui va s'appliquer à vous avec un certain nombre d'actions à réaliser au cours d'une période de 6 ans, la première période pour les professionnels d'exercice, vous l'avez dit, elle est de 9 ans. Donc, vous devez réaliser un minimum d'actions dans les 4 axes prévus pour la certification périodique. Le premier, c'est l'amélioration des connaissances et des compétences. Le deuxième, c'est le renforcement de la qualité de vos pratiques professionnelles. Un troisième axe, c'est l'amélioration de la relation avec le patient. Et enfin, des actions pour une meilleure prise en compte de votre santé personnelle. Donc, les modalités d'accompagnement et de contrôle des professionnels tout au long de cette procédure sont en cours de définition et en discussion avec l'Ordre national des infirmiers ainsi qu'avec les autres ordres professionnels qui sont des acteurs essentiels dans le déploiement de ce dispositif. Donc, sur la mise en œuvre de la certification, je vais revenir à la diapo d'avant. La Direction générale de l'offre de soins qui est en charge du pilotage de ce dispositif. Donc, je suis chef de projet de la certification périodique au sein de la Direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé et de la Prévention, au sein de la sous-direction des ressources humaines du système de santé, qui a différentes missions pour les professions de santé en termes de formation et d'exercice notamment. Donc, comme vous le voyez, les acteurs impliqués dans les travaux d'application de la certification et la co-construction du dispositif sont pluriels. On retrouve les conseils nationaux professionnels et notamment les 5 conseils nationaux professionnels infirmiers pour chacune des spécialités. Donc, les infirmiers en soins généraux, les infirmiers en pratique avancée, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire et les infirmiers puériculteurs. Pour les ordres professionnels, donc l'ordre des infirmiers bien sûr et l'ensemble des autres ordres professionnels, sont également associés l'ensemble des associations, des représentants de patients et d'usagers notamment, les fédérations hospitalières, les représentants des professionnels de santé, les organisations syndicales ou les unions professionnelles. La Direction générale de l'offre de soins s'appuie également sur les acteurs institutionnels pour mettre en place ce dispositif, notamment la Haute Autorité de Santé, qui est un partenaire important dans la construction du dispositif, ainsi que l'Agence du numérique en santé, les gestionnaires de formation, l'assurance maladie ou l'Agence nationale du DPC. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, il y a le Conseil national de la certification périodique, qui est un des piliers importants sur lesquels la DGOS s'appuie pour la gouvernance de la mise en œuvre de ce dispositif. Ce Conseil national de la certification périodique a été installé en 2022. Il est composé d'une instance collégiale avec voix délibérative et de commissions professionnelles, une par exercice professionnel, celle des infirmiers, bien sûr, pour votre profession. Donc l'instance collégiale, elle a plusieurs missions, et notamment celle d'élaborer les orientations scientifiques, de donner un certain nombre de guides pour les conseils nationaux professionnels dans l'élaboration des référentiels d'action pour la certification périodique. Les commissions professionnelles ont vocation à fédérer le travail des différents conseils nationaux professionnels, quand ils sont pluriels, et à travailler également en interdisciplinaire, c'est-à-dire avec l'ensemble des professions concernées par la certification. Je l'ai dit tout à l'heure, un des enjeux de la certification périodique est aussi dans des parcours de soins et de santé qui sont très transversaux, de faciliter les actions pluri- et interdisciplinaires et donc d'organiser des actions de formation ou des actions qui vont valoir certification qui impliquent différents professionnels de santé et différentes pratiques. C'est vraiment essentiel pour mener des évaluations de pratiques professionnelles ou aussi des démarches qualité pour améliorer d'une manière générale les pratiques.
Donc, comme vous le voyez, ce dispositif de certification se met en place tout au long de l'année 2023, avec une dynamique qui associe et qui demande une participation importante de l'ensemble des acteurs, avec des travaux qui progressent. On va venir maintenant peut-être à ce qui vous intéresse en premier lieu, mais c'était important de rappeler un petit peu les enjeux et le cadre de mise en place de cette procédure et de pourquoi elle a été mise en place et à quoi on répond, au vu des enjeux que je viens de vous présenter. Donc, pour satisfaire cette procédure de certification périodique, les conseils nationaux professionnels élaborent des référentiels, ce qu'on appelle des référentiels de certification. Donc, pour élaborer les référentiels de certification, qu'est-ce qu'un référentiel de certification? Un référentiel de certification va identifier les actions qui sont pertinentes à vous, professionnels de santé, de mener, ou des actions de formation, ou des actions dans lesquelles vous vous investissez dans le cadre de vos structures, dans le cadre d'un exercice coordonné, etc., qui vont pouvoir être valorisées au titre de la certification. Eh bien, ce sont les conseils nationaux professionnels, avec l'ensemble des outils et des éléments qui ont été préparés par le Conseil national de la certification, par la méthodologie de la Haute Autorité de Santé qui leur a donné une trame d'élaboration avec un certain nombre de critères pour recenser les actions, qui vont vous proposer un référentiel d'exercice adapté à votre spécialité ou aux spécificités de votre exercice. Et donc, ce référentiel d'action, il vous permettra, au final, de choisir votre programme minimal d'action pour être certifié par l'ordre à l'issue de la période, en choisissant des actions dans les 4 axes que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, pour élaborer ces référentiels, bien sûr, les conseils nationaux professionnels et notamment la commission professionnelle infirmier et les CNP infirmiers s'appuient sur les travaux actuellement en cours pour la refonte du métier infirmier. Puisque c'est important aussi de tenir compte des évolutions des pratiques et d'intégrer toutes les nouvelles connaissances ou technologies. Et donc, le référentiel pourra effectivement prévoir la formation continue, mais en intégrant d'ores et déjà l'évolution du métier dans le cadre de ce qui est travaillé actuellement sur le métier socle. Donc ça, c'était important également à préciser. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, aller consulter le site de la Haute Autorité de Santé qui, au-delà du guide méthodologique sur lequel s'appuient les conseils nationaux professionnels pour identifier les actions qui vont être référencées dans le référentiel, vous pouvez aller consulter le site. Elle a mis un document ressources pour vous donner un certain nombre d'actions sur lesquelles qu'on pourrait valoriser dans le cadre de la certification qui sont menées en France et également dans d'autres pays, avec des recommandations pour qu'elles soient effectivement avec un argumentaire scientifique robuste sur la base de données probantes. Il s'agit quand même de mener des actions de qualité et qui vous donnent une réelle valeur ajoutée, qui vous permettent de maintenir les connaissances et les compétences tout au long de votre exercice professionnel. Donc, parmi les actions que l'on trouvera également dans le référentiel, différentes actions, je l'ai cité tout à l'heure, de démarche qualité, d'exercices coordonnés, et notamment des actions qui vous permettent aussi d'adapter les pratiques aux nouvelles technologies et à tous les outils, notamment numériques, qui peuvent avoir de la place dans le parcours de soins, en interaction avec le patient, dans l'axe 3. On peut les retrouver également dans le renforcement de la qualité des pratiques ou en interdisciplinaire. Donc, ce type de formation sur le numérique en santé est essentiel dans les pratiques professionnelles, avec une approche aussi de transversalité finalement dans les actions que vous pourrez faire. Donc, la certification périodique est entrée en application en 2023. Les actions que vous menez au titre du développement professionnel continu, de la formation continue, des actions de formation nationale, par exemple, en 2023, seront prises en compte toutes celles que vous menez depuis 2023 seront prises en compte dans votre certification périodique. Dès lors, bien sûr, qu'elles correspondront in fine aux outils qui seront mis à disposition et notamment les référentiels. Mais un certain nombre d'actions figurent d'ores et déjà dans les processus existants et c'est bien ça que les référentiels vont organiser pour que vous ayez un programme qui soit vraiment adapté aux exercices avec un choix d'action finalement pertinent par rapport à votre quotidien de professionnel de santé. Et pour vous permettre d'être un acteur de votre certification, l'Agence du numérique en santé a été missionnée pour développer un téléservice
qui hébergera non seulement vos comptes individuels de certification, mais également du contenu et de l'information. Et donc, vous avez la page à l'écran sur une connexion via la plateforme e-santé, sur la page certification périodique, qui pour l'instant est une page informative sur ce qu'est la certification et qui petit à petit va alimenter votre information, répondre à vos questionnements sur la certification périodique et permettre d'organiser des sessions de formation, par exemple des webinaires avec les ordres professionnels ou les conseils nationaux professionnels pour vous éclairer sur la certification périodique. Je vous remercie. Écoutez, merci à vous, surtout tout le travail que vous avez fait pour décrypter que finalement, la certification, ce n'était pas un truc tombé de nulle part et que tout le monde allait avoir à subir, mais c'est quelque chose que tout le monde fait au quotidien, mais dont on n'a pas vraiment conscience et qu'il faut juste finalement mesurer parce qu'on est un peu on fait de la poésie sans le savoir. Je crois que c'est ça, le grand enseignement de tout ce que vous avez dit, c'est il ne faut pas craindre cette évolution, ce n'est pas une révolution, c'est juste de noter les choses que l'on fait. Et ça, c'est important que vous l'ayez décrypté parce que vraiment, il y a une crainte et une phobie de cette certification qui doit s'appuyer sur les nouvelles technologies et peut-être aussi sur ce qu'on fait déjà et être capable de le relever. Madame Sanson, encore une fois, merci d'être là, de vous être livré si bonheur pour être avec nous ce matin. Mais vous êtes membre du Conseil national de la certification périodique des professions de santé en France. Mais vous êtes canadienne, mais vous parlez français. Et donc, ça fait plusieurs années qu'au Canada, la certification existe et finalement, ça marche. Bien, tout à fait. Premièrement, je veux vous remercier de l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir de parler de notre programme de certification. On en est bien fiers et j'y crois là, fermement. C'est une mission qu'on s'est donnée au début des années 2000 et moi, j'ai été très, très active à cette époque-là pour bien informer tout le corps médical au Canada des grands avantages de cette recertification. Et alors, ça me passionne beaucoup. Donc, je veux vous remercier beaucoup là, de m'inviter pour parler de notre expérience au Canada. Et oui, ça fonctionne. D'ailleurs, je veux juste reprendre ce que vous avez dit, là, Monsieur le Président, c'est qu'on faisait de la prose ou de la poésie sans le savoir. Je pense que les médecins puis tous les professionnels de la santé, depuis toujours, ont maintenu leur connaissance à jour et ont fait leur développement professionnel continu. Ça, il n'y a pas de doute dans mon esprit. Mais il fallait qu'on ait une structure pour qu'on puisse démontrer au public que nous, on fait cette formation continue-là. On a une obligation face à notre contrat social parce que c'est la société qui nous donne le privilège d'être médecin. Donc, on a un devoir de répondre aux exigences du public. Puis c'est normal, le public a de plus en plus d'exigences pour s'assurer que nos compétences sont vraiment à jour. Donc, on a instauré un programme de recertification depuis l'an 2000. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il est en cours pour tous les médecins au Canada. Et je vous cacherai pas qu'au début, on avait des difficultés d'implantation. Mais là, finalement, tout s'est aplani. Puis je pense que les médecins trouvent le système assez facile. Donc, c'est une obligation médicale annuelle. Et les médecins qui ne rencontrent pas ces obligations peuvent avoir le risque de perdre leur droit de pratique. Mais je vais vous dire que sur la grande majorité des médecins canadiens, c'est un infime pourcentage de médecins qui arrivent à devoir perdre ou être radiés. Et souvent, c'est des médecins qui étaient sur le bord de la retraite ou qui, de toute façon, voulaient démissionner. Alors, souvent, on se retrouve avec cette catégorie-là de médecins qui ne réussissent pas à lâcher prise. Puis c'est peut-être une occasion pour eux de réorienter leur carrière à ce moment-là. On a un système qui a été organisé par les collèges canadiens. Donc, on parle du Collège royal des médecins chirurgiens du Canada pour les médecins spécialistes et le Collège des médecins de famille pour les médecins de famille au Canada. Alors, c'est eux qui ont structuré le programme de recertification. Évidemment, il y avait autour de la table plusieurs représentants d'à travers le Canada au complet. Alors, ça a été quand même un grand travail de collaboration. Donc, ça a pris certainement, comme vous, là, quelques années pour structurer qu'est-ce qu'on va demander aux médecins.
Et notre système est assez simple où on a 3 grandes catégories d'activités qu'on demande aux médecins de nous démontrer. Le médecin doit faire des activités en grand groupe ou avec des activités accréditées. Donc, on parle principalement de congrès, de conférences en grand groupe. Le médecin doit faire également des activités d'évaluation de sa pratique. Puis ça, c'est maintenant obligatoire. Au tout début, ce n'était pas obligatoire, mais on a rendu ça depuis à peu près une dizaine d'années obligatoire. Et ça fait vraiment une grosse différence parce que vous savez que souvent, quand on va assister à une activité de formation continue, on va écouter quelque chose dans un domaine pour lequel on est déjà confortable. Donc, l'évaluation de la pratique nous met en relief les domaines dans lesquels on est moins performant, on est moins confortable. Donc, on a mis ça obligatoire parce que vraiment là, on peut faire une différence dans l'amélioration des compétences. Mais il y a une autre catégorie d'activités également que je pense qui est importante, pas négligée, c'est des activités fourre-tout, n'importe quoi, des activités qui ne sont pas nécessairement accréditées. On sous-estime l'apprentissage qu'on peut faire juste en discutant un groupe de professionnels de la santé ensemble sur des cas en particulier, des réunions à l'improviste ou des réunions même organisées mais qui ne sont pas nécessairement certifiantes ou accréditées officiellement. On apprend beaucoup quand même avec ces choses-là. On peut apprendre beaucoup également en allant sur Internet. On permet aux médecins d'accumuler de ce que nous, on appelle des crédits de formation, même dans ces activités qui sont moins formelles. Alors, on pense que ça, c'est important aussi. Ce que ça a apporté en formation continue au Canada, c'est que ça nous a permis de rehausser significativement les activités de développement professionnel continu. Les fournisseurs d'activités de développement professionnel continu devaient répondre à des critères de qualité importants et on a vu vraiment un net rehaussement de la qualité des activités parce que les organisateurs d'activités d'activités de formation continue veulent évidemment avoir le plus grand auditoire et ce qui attire les médecins, c'est est-ce que l'activité répond aux critères de qualité. Donc, les collèges ont organisé également un important processus d'accréditation des activités de DPC selon des critères très stricts de qualité. Et ça a été un gros plus là, pour l'environnement de DPC au Canada. L'autre élément qui a facilité la participation des médecins, c'est les outils informatiques facilitants dans lesquels on dépose nos preuves d'activité de DPC. Alors, au tout début, c'est sûr, comme dans n'importe quelle plateforme électronique, il faut se familiariser un peu avec les différents boutons et les différents endroits où on doit déposer des choses, mais rapidement, les médecins se sont familiarisés avec ça, puis ça devient assez facile maintenant. Alors, et une fois par année, il faut qu'au minimum, une fois par année, qu'on remplisse nos formulaires sur le site des collèges en question. Et ça, pour maintenant, pour les médecins, ça devient assez facile. Et dernière chose, les collèges qui ont mis en place les structures de certification et les outils facilitants pour mettre sur les plateformes nos preuves de certification, ce n'est pas ces collèges-là qui vont faire la radiation de la licence de pratique. Alors, c'est nos ordres professionnels et on a les fournisseurs d'activités de DPC qui sont un groupe différent. Donc, on a 3 groupes différents qui doivent répondre à des critères de qualité, mais il y a moins d'interférences dans leur rôle exact. Donc, on a les collèges qui mettent en place les critères de certification. On a les fournisseurs d'activités de DPC qui répondent aux critères de qualité dictés par les collèges. Puis, on a les ordres professionnels qui s'assurent que les médecins répondent à tous ces critères-là. Avec un nombre minimal de crédits dans le but de maintenir leur droit de pratique. Alors, je pense que c'est très rapidement, en 5 minutes, ça dresse un tableau là, de ce qui se passe là, au Canada. Le système n'est pas tout à fait similaire dans toutes les professions, mais c'est à peu près les grands principes. Là. Juste un élément aussi que je veux ajouter, c'est que le médecin qui n'est plus en pratique active, par exemple, on a beaucoup de médecins à l'aube de la retraite qui prennent des tâches davantage administratives. Je pense à un doyen de faculté de médecine, par exemple, ou un président d'association. Alors,
ces médecins-là délaissent la pratique éventuellement et il faut que le programme continue à répondre quand même à leur profil de pratique. Donc, le médecin peut participer à des activités de développement professionnel continu selon son profil de pratique. Alors, un doyen pourrait aller à des congrès et faire de la formation continue en éducation médicale, en gestion de faculté, etc. Et ça serait tout aussi valable. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit dans une expertise médicale. Tout dépend du profil de pratique. Et même les expertises médicales se modifient avec la pratique. On ne pratique pas après 30 ans de pratique comme on pratiquait après 10 ans de pratique. Donc, on devient beaucoup plus pointu dans notre pratique. Donc, il y a moyen de... Alors, même les médecins, et moi, j'en suis un exemple, bien, je ne suis plus en pratique active clinique, je fais que de l'administration et je suis quand même capable de faire de la formation continue en administration et c'est aussi valable, aussi accepté. Alors, j'arrête à ce moment ici. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Non, mais peut-être une question, c'est un piège, mais Anne-Marie l'a un peu dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du système français tel qu'il est en place? Parce qu'en fait, il est assez similaire à ce que vous avez décrit, à ce qu'a décrit Mme Bélanger, c'est-à-dire, pour nous, ce sont les CMP qui dictent quelles sont les formations, on a des offres de soins et les ordres en fait qui sont en bout de chaîne et qui vont prendre des décisions ou pas. À part finalement le retard, parce que vous l'avez dit, 2000 chez vous, nous on est à peine en 2023 et les choses sont encore en train de se faire. Les textes sont en préparation à la DGOS. Finalement, quel est le message de comparaison avec la France et quel est le message, à part celui d'espoir pour la France? Bien, écoutez, je pense que nos systèmes vont être très similaires. Je pense que vous avez la même vision, les mêmes orientations, la même mission, les mêmes valeurs. Alors ça, on se rejoint absolument là-dedans. Ce que j'envie chez vous, c'est vos 4 axes. Nous, on a 7 axes. Vous en avez 4, donc c'est un peu plus simple. Vos médecins sont obligés de faire des activités dans chacun des axes ou vos professionnels dans chacun des axes, que je trouve génial. Vraiment, ça, c'est très bien. Ça peut être plus difficile pour les médecins, un peu comme moi, par exemple, qui ne font que du travail administratif. Il y en a quand même pas mal. L'axe avec les soins aux patients, la relation avec le patient, ça va être plus difficile de remplir cet axe-là. Donc, il faudra peut-être ouvrir des portes pour ces médecins-là, pour les professionnels, pour pouvoir quand même répondre à vos exigences. Et l'autre, les mises en garde, si je peux faire, là, c'est s'assurer que les outils informatiques pour que le médecin puisse, le professionnel puisse déposer ses preuves soient le plus simple possible. Ça, je pense que tout le monde s'entend que toutes les plateformes informatiques, plus c'est simple, mieux c'est. Puis, une autre mise en garde, c'est que si on tente de faire la liste de toutes les activités éligibles, ben on n'en finira plus parce qu'il y a beaucoup d'activités qui peuvent être éligibles. Alors peut-être se restreindre à définir des catégories ou un menu, dire ben il faut qu'on mange des protéines, il faut qu'on mange un peu de graisse et pas beaucoup de sucre, et dire, tu sais, comme je compare ça au guide alimentaire canadien, vous avez certainement le guide alimentaire français. Alors on dit, tu sais, et dans le guide alimentaire, le médecin choisit finalement qu'est-ce que c'est qu'il veut faire. Alors il y en a qui vont manger un peu plus de protéines, d'autres un peu plus de sucre, mais ça va varier. Alors on laisse plus d'autonomie aux médecins pour choisir dans les grandes catégories d'activités, parce que faire une liste très détaillée d'activités, ça va devenir un peu contre-productif. Mais je pense qu'on partage exactement les mêmes valeurs et le même souci du contrat social et le souci du patient, hein, parce que c'est ça notre mission. Et il y a des choses dans votre programme que j'envie et j'aurais aimé qu'on ait les mêmes idées quand on a commencé en l'an 2000. Alors voilà. Écoutez, je ne pensais pas qu'on allait finir sur une touche de gastronomie, puisque dans le pays des 1000 fromages, ça va être difficile de s'accorder sur savoir lequel nous allons choisir. Mais vous avez ouvert la porte à ma dernière question vers Anne-Marie Armenteras, du point de vue maintenant de ses nouvelles fonctions et de cette vie si riche dans tout ce qu'elle a pu faire. Finalement, Madame Bélanger l'a dit, plus c'est simple, mieux c'est. Alors, on tourne tous autour de ce sujet-là, les nouvelles technologies dans toute cet amalgame-là, de tout ce à quoi on doit répondre. Quelle est votre opinion, quel est votre sentiment, votre vision là-dessus, Anne-Marie? Alors, les nouvelles technologies, elles doivent aider,
les professionnels de santé à faire évoluer leurs pratiques, à transformer leurs pratiques, parce que, en fait, ces pratiques sont poussées par des vagues, par des évolutions, par des transitions. On a la transition démographique qui amène vos professionnels à voir de plus en plus de personnes âgées, voire très âgées, pour lesquelles nous avons l'ambition de conserver de l'autonomie. Et dans cette transition démographique, nous avons également, en lien avec l'âge, une progression importante des maladies chroniques, beaucoup plus, Louise, que chez vous, même si vous les avez, parce que nous avons moins mis en place qu'au Canada les actions préventives et les actions de programmes de soins intégrés notamment, qui permettent de stabiliser ou de retarder l'évolution de la maladie chronique. Donc on a cette transition démographique qui amène au fond de nouveaux besoins de relations et d'organisation du travail. On a la transition environnementale qui pose sur la table la question de l'éco-soin, qui doit non pas être une question individuelle, je me lève le matin, je me dis comment est-ce que je peux faire mon programme de la journée plus écologique, mais c'est des questions d'équipe, des questions d'organisation, des questions ordinales, fédératives, enfin de communauté en tout cas, qui doivent être prises. Et puis, il y a le fait que votre profession aspire à plus d'autonomie dans les territoires, et au fond, la dernière transition qui va venir aider à faire toutes les implémentations, c'est-à-dire toute la mise en œuvre des bonnes pratiques, c'est la transition numérique. On doit pouvoir dire, sans trop se tromper, que demain, la santé sera numérique et la prévention sera numérique. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus de professionnels, mais que des robots? Au contraire, il faut encore plus de professionnels et des robots, des outils, des algorithmes à côté qui vont venir leur prendre le temps qui est automatisable ou qui vont, et donc leur redonner du temps pour le cœur de leur métier, notamment la relation, l'embarquement, l'engagement des patients, puisqu'on sait qu'un patient engagé est un patient mieux soigné sur toute la période, le parcours de sa maladie. Et donc ces outils numériques doivent venir les aider en leur prenant des tâches et puis en améliorant le diagnostic, en améliorant la lecture des images, en améliorant la lecture des résultats, en améliorant la compétence donc, du professionnel, de l'infirmier à lire ces éléments-là. Et puis, le numérique, notamment aujourd'hui, avec l'utilisation des données, de nos données de santé, et donc l'utilisation massive, méga massive des données, ça permet de faire de la prédiction, de la prévision, de la personnalisation. Demain, un professionnel de santé aura la possibilité de savoir comment une maladie peut évoluer. Est-ce qu'on peut imaginer que de participer à la prédiction, la prévention, la personnalisation pourrait être l'apanage que des médecins qui utiliseraient ces outils-là? C'est strictement impossible. La santé, d'abord, c'est aujourd'hui une santé globale entre la santé humaine, animale, environnementale, et puis la qualité des soins, c'est la qualité de l'équipe, que ce soit une équipe de deux, un médecin, un infirmier, que ce soit une équipe de groupe, une équipe de centre, une équipe de maison pluriprofessionnelle, une équipe de service, de soins infirmiers en libéral et en ville. Donc demain, la santé et la prévention auront une part du numérique extrêmement importante sur un plan individuel, parce que pour le professionnel, il faut qu'il sache utiliser tout ce qui est de l'ordre de la santé mobile, parce que c'est bien pour ses patients et pour les usagers, la téléconsultation, la téléexpertise, etc. Il faut que le professionnel puisse utiliser
toutes les techniques qui vont leur permettre, via le numérique, de partager les informations, de suivre des patients très loin de là où ils sont, chez eux, à leur domicile, même si c'est un domicile virtuel. Et puis, ces nouvelles technologies, elles permettent également d'outiller le patient de capteurs, d'applications, d'objets divers et variés. Je montre ce que peut être une montre, parce que ces objets, ces applications qui comportent des algorithmes d'intelligence artificielle vont permettre aux patients de s'impliquer dans soit des applications qui sont des outils thérapeutiques, hein, l'application qui dose de l'insuline et en même temps la délivre, ou qui sont des applications de prévention, donc individuelles, où on aura un patient chronique qui va accepter d'autogérer sa maladie avec un infirmier qui l'aide à suivre avec les applications. Donc ça, c'est très important. Et je vais vous dire ce qui me réjouit, ce qui me rend très heureuse, c'est que dans le cadre des rencontres que j'organise avec le think tank que je préside, donc sur la santé numérique, nous faisons venir des startups, des partenaires, des professionnels, et je vois de plus en plus d'infirmiers qui viennent expliquer ce qu'ils ont monté comme projet, ce qu'ils ont élaboré comme objet de prévention ou comme objet accompagnant les patients. Ils le font très bien, ils le font avec beaucoup d'engagement. Moi, j'ai même l'impression que lorsque les infirmiers participent à des outils de prévision, hein, par exemple, il y a aujourd'hui des outils qui permettent de voir dans les 15 jours si un sujet âgé va avoir de la décompensation de son activité physique ou même de son activité cérébrale. On a des outils qui permettent de suivre les cycles permettant la gestation et bien d'autres encore. Et quand je les vois, je me dis que c'est même une garantie que cet outil va avoir de bonnes qualités de dialogue avec le patient, parce que l'infirmier, comme toutes les professions paramédicales, est celui qui est le plus impliqué dans l'adéquation de l'outil avec le patient, parce que c'est lui qui doit le gérer. La plupart du temps, il le présente et ensuite il le gère. Donc, c'est très important que la certification accompagne, et c'est donc presque en sens inverse. C'est pas le professionnel qui doit montrer qu'il est au courant, non, c'est le processus de certification, puisqu'il dure longtemps, qui doit accompagner les professionnels pour être au fait de toute cette actualité et de choisir ce qui leur plaît, ce qui les intéresse et comment ils veulent orienter ou pousser un petit peu leur pratique professionnelle. Écoutez, que dire comme mot de conclusion, à part de terminer là-dessus, parce que je viens de comprendre qu'Anne-Marie nous proposait de nous présenter bientôt toutes ces applications-là à la profession, parce qu'effectivement, ça peut être un axe fort dans la certification qui peut justement permettre de valoriser ce que font les infirmiers et de le développement, mais également faire la preuve du concept que c'est quelque chose qui est, vous avez dit Louise Sanson, que vous étiez vous éloigné de l'activité clinique et plus sur un versant administratif, et on voit que les nouvelles technologies, alors qu'on n'y pensait pas du tout comme ça, pourraient nous ramener dans ce cadre-là de la certification, et encore une fois, finalement, relever que ce qui se fait au quotidien, donc la prose ou la poésie. Je suis désolé, mais la citation m'a fait défaut, donc j'ai essayé de me rattraper sur mes deux pieds, j'ai fait le salto, mais je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Donc moi, en tout cas, je trouve que les messages sont très optimistes aujourd'hui, entre tous les trois. On continue, on est sur le cap, ça marche chez nous, et les nouvelles technologies vont nous permettre d'aller plus loin. Bon, mais voilà, tout est dit. Vraiment, merci de vos éclairages, merci de votre participation. Comme vous le voyez, l'objectif est toujours le même. Madame Sanson, vous avez résumé. La plus-value qu'apportent les professionnels aux patients et à la santé publique, c'est essentiel. La formation tout au long de la vie, on en demande de tous. C'est du droit positif pour tous les salariés. Finalement, de dire, j'ai droit à ma formation, donc je vais le faire, je vais l'exercer, c'est essentiel. Et bien entendu, l'ordre est là pour essayer de coordonner modestement tous ces petits sujets et faire en sorte que la confiance dans le système de santé reste permanente et que les gens ne s'en éloignent pas.
Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous remercie vraiment beaucoup de tous ces éclairages-là. Et vous l'avez compris, à très bientôt pour les nouvelles technologies, les infirmiers et l'ordre. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Louise. Au revoir.